À nous l'avenir. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à Nous l'Avenir. À Nous l'Avenir qui est un programme spécial dédié à la jeunesse. L'objectif pour ceux qui nous suivent depuis un moment, c'est de rappeler à la jeunesse qu'il est possible dans un univers, dans un monde assez spécial, enclin à la compétition, de tirer son épingle du jeu. Comment tirer son épingle du jeu alors qu'on a l'impression qu'on est face à l'impossibilité ou encore que tout est contre soi ou bien contre nous? Eh bien, à nous l'avenir, c'est donc donné pour défi de donner cette opportunité-là ou de revenir sur les options qui se présentent aujourd'hui à la jeunesse. Déjà dans le cadre de l'émission de la semaine dernière, nous recevions notamment sur ce plateau un expert des questions d'environnement avec qui nous avons abordé les thématiques liées notamment aux métiers qui s'offrent à la jeunesse dans le domaine de l'environnement. Nous allons continuer dans ce sens puisque aujourd'hui encore, nous avons la possibilité d'écouter Ghislain Fomou. Ghislain Fomou, qui est le chargé des programmes du service d'appui aux initiatives locales de développement. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en kiosque et qui connaissent la voix du paysan, eh bien c'est cette structure qui, n'est-ce pas, imprime la voix du paysan. Eh bien, donc, le thème retenu pour ce jour, c'est jeunesse et dégradation de l'environnement. Jeunesse et dégradation de l'environnement, pourquoi? Eh bien, il faut déjà situer la problématique dans son contexte. Depuis le 29 juillet 2019, eh bien, la planète aujourd'hui vit pratiquement à crédit, sinon elle vit même à crédit. Selon le site spécialisé dans les questions d'environnement nature, aujourd'hui, il faut 1,75 planètes comme la Terre pour nourrir l'ensemble des hommes qui constituent aujourd'hui, n'est-ce pas, notre monde à nous. En d'autres termes, il faut prendre la planète entière, la découper en 4 et prendre encore 3 portions pour que cela fasse 1,75 planètes. Voilà, pour que l'on puisse parvenir à la consommation au sens donné notamment par la recherche qui s'appuie sur le modèle de consommation, n'est-ce pas, en Europe. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans un contexte comme celui-là, de voir les jeunes s'intégrer? D'abord, quels sont les principaux défis aujourd'hui qui interpellent la jeunesse et particulièrement la jeunesse camerounaise? L'univers terrestre dans lequel nous évoluons aujourd'hui rappelle que nous souffrons notamment de pollution de l'eau, pollution du sol, pollution du sous-sol, pollution de l'air. Voici quelques champs qui commencent à indiquer qu'il est possible aujourd'hui pour les jeunes de s'investir dans chacun de ces maillons, dans chacun de ces secteurs, pour tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'il est possible de pouvoir obtenir son gagne-pain? C'est donc autour de ces questions que l'entretien que nous avons eu avec Ghislain Fomou, je le rappelle, il est le chargé des programmes au service d'appui aux initiatives locales de développement. Nous lui avons posé un certain nombre de questions. La toute première question que nous avons bien voulu poser à notre expert et qui sera
diffuser dans un instant est celle de savoir dans quel état aujourd'hui l'environnement dans lequel nous nous trouvons est. Eh bien, écoutons Ghislain Fomou et nous vous revenons tout juste après. Merci pour cet entretien que vous m'offrez. La première chose que je dirais, c'est que l'environnement, c'est un grand ensemble. Quand on demande l'état de l'environnement, il est important de revenir d'abord sur qu'est-ce que l'environnement. L'environnement, c'est de manière triviale, les autres disent, c'est tout ce qui nous entoure de manière triviale. Mais de manière un peu plus scientifique, on comprendra, on commencerait par faire une segmentation des composants de l'environnement. On dira que l'environnement est composé, il y a l'air, il y a l'eau, il y a le sol, qui sont les composants de l'environnement. Et ces composants de l'environnement-là sont impactés selon le type d'action que l'homme, selon le type d'interaction que l'homme a avec ces différents composants de l'environnement. De manière simpliste, les uns et les autres disent depuis ces dernières années que l'environnement souffre. Pourquoi ils disent que l'environnement souffre? C'est d'abord sur la composante air. La composante air, ils disent que l'air est pollué par les émissions, les émissions qui se retrouvent, des substances, pas des émissions de certaines substances qui se retrouvent dans l'air. Et ces substances, on voit dans ces substances, par exemple, le CO2, on dit le taux de CO2 dans l'atmosphère est important, et ce qui entraîne une destruction de la couche d'ozone qui est la couche qui protège la Terre des rayons ultraviolets qui viennent du soleil. Et donc, vu du fait que ces rayons, cette substance, elle est un peu plus importante dans l'atmosphère aujourd'hui, on dit qu'il y a un effet de réchauffement de la planète dû à la pollution de l'air qui impacte sur la composition de cette couche d'ozone qui fait finalement qui ne retient plus assez des rayons solaires qui arrivent, qui ne retient plus assez la quantité de rayons solaires qui arrivent sur la Terre, et donc crée un réchauffement climatique qui crée d'énormes conséquences sur d'autres composantes de l'environnement, donc le sol, l'eau, et ainsi de suite. Et c'est dans ce cadre que certains diront que du fait qu'il y ait cette augmentation de la température, par exemple dans l'hémisphère nord, on a la fonte des glaciers. C'est-à-dire que cette fonte des glaciers vient avoir un impact sur la composition, sur la composante eau de l'environnement en termes de quantité. Et cette composante a donc pour conséquence, ça prend plus d'espace, en faisant effectivement reculer par exemple la quantité. Voilà, de retour dans ce studio, quelques soucis techniques avec la bande diffusée. Je crois que la régie a réussi notamment à relever ce défi. Mais avant que l'on ne puisse à nouveau réécouter notre expert Ghislain Fomou, qui nous vient notamment du service d'appui aux initiatives locales de développement, nous le disions déjà d'entrée de jeu, eh bien, la planète vit à crédit. Il faut aujourd'hui 1,75 planètes, voilà, notamment la Terre, pour que le monde puisse à nouveau vivre de manière paisible et adéquate en consommant notamment les ressources de la Terre. Et pourquoi? Depuis le XVIIe siècle, passant au XVIIIe, XIXe siècle, eh bien, le processus d'industrialisation a fait croire aux hommes qu'il était possible d'exploiter les ressources du sol sans qu'on ne puisse, n'est-ce pas, constater les premiers effets. Sauf qu'au cours notamment du XIXe siècle, il a été donné de constater un certain pic
n'est-ce pas, de chaleur qui avait cru pratiquement de 2%. Et aujourd'hui, les experts des questions d'environnement nous rappellent que la calotte glaciaire, notamment du pôle Nord, est aujourd'hui pratiquement à la dérive, pour ne pas dire qu'elle pourrait disparaître dans les jours à venir. D'ailleurs, le niveau d'eau, le niveau de la mer a atteint des pics impressionnants. Il y a encore quelques années, le monde ne connaissait pas les phénomènes tels que les tsunamis, mais aujourd'hui, la planète entière connaît effectivement d'importants mouvements de la croûte terrestre, et l'eau aujourd'hui, notamment celle des océans et des mers, sont de véritables dangers. Pourquoi? Parce que l'homme, pour relativement à son goût effréné pour la consommation des biens de la terre, n'a pas tenu compte des effets. Et depuis le 29 juillet 2019, la terre aujourd'hui vit à crédit. Comment la planète entière peut-elle vivre? C'est important de le dire. On s'est rendu compte que les trous qui sont apparus dans la couche d'ozone sont en train d'aller en s'agrandissant. En d'autres termes, les rayons qui quittent du soleil vers la Terre franchissent la couche d'ozone, passent par ces trous-là et touchent directement la planète entière. Comment ne pas être attentif face à un phénomène comme celui-là? Nous nous sommes donc rendus auprès d'un homme qui a l'expertise, Ghislain Fomou, qui nous vient, n'est-ce pas, du service d'appui aux initiatives locales de développement, et avec lui, nous avons pu échanger sur ces questions-là. Eh bien, je vous invite donc à nouveau à écouter cette bande, cette intervention, et je vous retrouve tout juste après. Merci pour cet entretien que vous m'offrez. La première chose que je dirais, c'est que l'environnement, c'est un grand ensemble. Quand on demande l'état de l'environnement, il est important de revenir d'abord sur qu'est-ce que l'environnement. L'environnement, c'est de manière triviale, les autres disent c'est tout ce qui nous entoure de manière triviale. Mais de manière un peu plus scientifique, on comprendra, on commencerait par faire une segmentation des composants de l'environnement. On dira que l'environnement est composé, il y a l'air, il y a l'eau, il y a le sol, qui sont les composants de l'environnement. Et ces composants de l'environnement-là sont impactés selon le type d'action que l'homme, selon le type d'interaction que l'homme a avec ces différents composants de l'environnement. De manière simpliste, les uns et les autres disent depuis ces dernières années que l'environnement souffre. Pourquoi ils disent que l'environnement souffre? C'est d'abord sur la composante air. La composante air, ils disent que l'air est pollué par les émissions, les émissions qui se retrouvent, des substances, pas des émissions de certaines substances qui se retrouvent dans l'air. Et ces substances, on voit dans ces substances, par exemple, le CO2, on dit le taux de CO2 dans l'atmosphère est important, et ce qui entraîne une destruction de la couche d'ozone qui est la couche qui protège la Terre des rayons ultraviolets qui viennent du soleil. Et donc, vu du fait que ces rayons, cette substance, elle est un peu plus importante dans l'atmosphère aujourd'hui, on dit qu'il y a un effet de réchauffement de la planète dû à la pollution de l'air qui impacte sur la composition de cette couche d'ozone qui fait finalement, qui ne retient plus assez des rayons solaires qui arrivent, qui ne retient plus assez la quantité de rayons solaires qui arrivent sur la Terre, et donc crée un réchauffement climatique qui crée d'énormes conséquences sur d'autres composantes de l'environnement, donc le sol, l'eau, et ainsi de suite. Et c'est dans ce cadre que certains diront que du fait qu'il y ait cette augmentation de la température, par exemple dans l'hémisphère nord,
on a la faune des glaciers. C'est-à-dire que cette faune des glaciers vient avoir un impact sur la composition, sur la composante eau de l'environnement en termes de quantité. Et cette composante a donc pour conséquence ça prend plus d'espace, hein, en faisant effectivement reculer par exemple la quantité de la surface de la terre ferme, et avec d'autres types de conséquences liées au climat, hein, donc dérèglement effectivement climatique. Et on sait que la vie sur Terre est liée aussi forcément au climat, parce que le rythme des activités humaines s'accommode effectivement aussi au système climatique. Alors, voilà, de retour dans ce studio, nous l'avons écouté. La planète aujourd'hui est victime des comportements humains. D'aucuns parleraient d'ailleurs de comportements anthropiques qui rappellent fort suffisamment et à suffisance que l'activité humaine sur les ressources, notamment du sol, du sous-sol, les ressources halieutiques, les ressources éoliennes, sont assez importantes et aussi dignes d'intérêt. Il faut évoluer un tout petit peu pour s'interroger sur cet autre aspect. Quelles sont ces activités autour desquelles, n'est-ce pas, l'humanité entière évolue et autour desquelles il devient aujourd'hui pratiquement difficile de ne pas penser les continuer, car il faut bien le rappeler, pour qui souhaite avoir une chaussure, il y a un coût à payer. Pour qui estime par exemple qu'il faut un stylo, il y a un coût à payer. Pour qui estime par exemple qu'il faut se déplacer en avion, en bateau et par tout autre moyen, pour ce qui est de longues distances, il y a un coût à payer. Et ce coût est répercuté notamment sur l'environnement à travers lequel ou dans lequel nous évoluons, et par lequel justement il devient également nécessaire et important d'établir un certain nombre de chantiers. À ce propos, indiquons-le fort à propos également, dans chaque État, il existe par exemple un ministère qui est en charge des questions d'environnement, comme au Cameroun. Il existe des ministères qui sont en charge des questions de faune et de flore, comme au Cameroun. Et dans d'autres pays, on parlera peut-être d'un ministère de l'environnement et de l'écologie. D'autres parleront même des ministères en charge des ressources du sol et du sous-sol, des mines, du développement technologique et de bien d'autres. En réalité, on constate et on voit que les hommes aujourd'hui exercent et continuent d'exercer une certaine pression. Mais quelles sont donc ces activités autour desquelles aujourd'hui l'humanité se rend compte qu'elle a porté un coup dommageable à notre planète, qui peine aujourd'hui à se renouveler et à nourrir les hommes qui l'occupent? Sommes-nous aujourd'hui en train d'aller vers une sorte de désert, vers une sorte de fin du monde causée par les hommes? Car il faut bien le rappeler, pour ceux qui croient que Dieu existe et qui ont pour outil premier la Bible, eh bien, il est dit qu'il viendra un temps où ce monde passera et qu'un nouveau monde viendra. Est-ce celui-là que l'on attend, ou alors est-ce plutôt le monde détruit par les hommes eux-mêmes vers lequel nous sommes en train d'aller? La question reste cependant posée. Mais toutefois, quelles sont donc ces activités qui sont au cœur de cette dégradation de l'environnement? Nous commencerons notamment par l'exploitation des forêts. C'est l'activité première que nous pouvons voir. Il suffit par exemple, pour nous qui sommes au Cameroun, de nous arrêter un temps soit peu sur les différents corridors de passage, notamment du bois. Vous verrez une série de grumiers passer, pas avec une bille, pas avec 2 billes de bois, mais 3, 4, voire 5 billes de bois avec des tailles hautement importantes. Cela suppose qu'il s'agit d'arbres qui ont suffisamment vieilli. Il s'agit d'arbres qui ont joué leur rôle
d'épurateurs de l'air que nous consommons, mais qu'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, peut-être pas la malheureuse idée de voir que ces billes de bois sont coupés, mais également c'est à travers leur exploitation que l'on peut avoir des photos, que l'on peut avoir du papier. L'autre activité humaine autour desquelles la planète est en train de prendre notamment un coup, c'est l'exploitation du sol en lui-même. Les techniques agricoles ou encore les techniques agriculturales aujourd'hui ont évolué. Par le passé, nos parents avaient l'habitude notamment d'utiliser ce qu'on appelait la culture sur brûlée, qui consistait notamment à abattre des arbres, à défricher et puis à mettre du feu. C'est une technique qui a permis notamment de nettoyer et de cultiver, mais c'est avéré par la suite qu'en brûlant le sol, en mettant le feu, eh bien, le sol durcissait et perdait quelque peu ses qualités nourricières. Quelques années plus tard, nous sommes là pratiquement au 19e siècle avec le processus d'industrialisation ou encore de développement de la science. Eh bien, pour ceux qui se souviennent très bien, on leur posait encore cette question: qu'est-ce que le scientisme? C'est-à-dire la croyance en la toute-puissance de la science par laquelle l'homme peut maîtriser la nature et la dominer. Eh bien, cette domination, c'est également passée par l'utilisation des engrais. L'histoire veut que si les engrais ont contribué à une plus forte croissance des différentes productions, il s'avère aujourd'hui que les engrais, par leur mauvaise utilisation, deviennent plutôt une menace pour le sol en l'appauvrissant. Pourquoi et comment? Parce qu'on a pensé un moment qu'il fallait consommer beaucoup et que la terre pourrait assurer et assumer ce rôle. Aujourd'hui, nous en payons largement le prix. L'autre secteur par lequel il faut également s'arrêter un temps soit peu et se dire qu'il est possible de faire autrement, c'est le secteur minier. Aucun véhicule aujourd'hui, aucun gros engin ne peut se déplacer sans kérosène, ne peut se déplacer sans butane, ne peut se déplacer sans gasoil, ne peut se déplacer sans le simple carburant. Et pour cause, les hommes aujourd'hui vont à travers la planète et parcourent des distances de plus en plus longues. Et puisque ce n'est plus possible de le faire simplement à pied ou à vélo, il faut donc disposer du matériel nécessaire et suffisant, à savoir des avions, des bateaux, des sous-marins, et que dire, quelques taxis par exemple. Il faut bien trouver cette ressource. Et le premier lieu de récupération de cette ressource, c'est le sous-sol. Car toutes les ressources que nous venons de citer, ou bien tous les produits dérivés que nous venons de citer, proviennent du pétrole. Et le pétrole se retrouve soit à partir, soit offshore, c'est-à-dire sur la terre, soit plutôt dans les profondeurs des eaux. Alors, comment est-ce que la planète qui a autant donné a pu résister? Cette question, nous espérons pouvoir avoir les réponses à ce propos. L'autre élément qui semble assez important, peut-être pas qui semble, mais qui s'avère d'une certaine utilité, c'est l'air que nous respirons. L'air que nous respirons aujourd'hui est de plus en plus pollué. L'empreinte carbone des États sur l'air aujourd'hui est assez importante. Cette empreinte carbone, selon les experts, sont plus importantes selon que l'on est dans de petites îles, c'est-à-dire des espaces assez réduits, restreints, entourés d'eau et une population assez grandissante, et qui utilisent du matériel technique, technologique assez sophistiqué, faisant appel à des produits hydrocarbures. Il est également à constater que dans ce domaine-là, pour les États, par exemple, qui sont champions dans la production des véhicules, des avions, des bateaux, là on fait appel à de nombreuses ressources. Et c'est donc l'air dans ces conditions qui est pollué. Vous remarquerez que certains véhicules aujourd'hui, pour ce qui est notamment du tuyau d'échappement, disposent d'un tout petit outil en vue notamment de capter la fumée et de réduire notamment
l'empreinte carbone des véhicules sur l'air que nous consommons aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle la pollution. Vous avez également l'eau qui est cette autre ressource majeure et importante. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? Si l'eau c'est la vie, c'est parce que nous pouvons la boire. Mais aujourd'hui, les nappes phréatiques sont pratiquement en danger. Il suffit de constater que dans certains quartiers, certaines personnes s'autorisent par exemple à creuser des puits à usage fécal, et par la suite, ceux qui sont par exemple en aval consomment donc cette eau. C'est de la pollution. Vous avez également les déversements par exemple des hydrocarbures dans les différents, par exemple dans les océans, dans les mers. Aujourd'hui, le monde connaît de plus en plus de phénomènes de cette nature. D'ailleurs, pour ce qui concerne notamment l'exportation ou l'importation des hydrocarbures, la norme a évolué. Aujourd'hui, il est imposé notamment aux différents importateurs ou exportateurs et même aux producteurs de payer des taxes relativement à l'exploitation de cette matière. Et bien plus, l'eau c'est la vie. Si l'eau c'est la vie, c'est parce qu'elle abrite différentes espèces animales. Vous avez plusieurs espèces de poissons. Vous avez même des coraux qui permettent par exemple de recycler l'eau. Vous avez des poissons qui sont spécialisés par exemple dans la consommation des déchets qui se retrouvent dans les fonds marins. Mais aujourd'hui, à cause de la pollution des eaux, ces espèces animales sont de plus en plus en danger et ont tendance à mourir. Il y a quelque temps encore, on dénonçait les techniques de pêche artisanale qui consistaient par exemple à jeter des explosifs dans l'eau, et par la suite on s'est rendu compte que non seulement des alevins mouraient, mais aussi des gros poissons. Or, il s'agit par exemple de consommer du poisson adulte et de permettre aux alevins d'atteindre la maturité, ce qui n'avait pas encore été le cas. Pourquoi est-ce que les choses se font ainsi? Parce que l'humanité a pensé qu'il était possible d'utiliser la ressource du sol, du sous-sol, la ressource halieutique, la ressource éolienne, sans tenir compte des enjeux humains et ce que l'on appelle aujourd'hui les enjeux humanitaires. Sur cet aspect, sur cette question, nous avons également tendu notre micro à notre expert. Nous avons demandé quelles sont ces activités qui mettent aujourd'hui en danger la planète entière au point où depuis peu le monde vit à crédit. Écoutez cette réaction. Quelles sont ces activités justement qui sont une menace pour l'environnement? Je prendrais plus des activités dans notre pays. Dans notre pays, il faut reconnaître que de l'avis de plusieurs experts, effectivement, l'Afrique, et donc le Cameroun qui fait partie de l'Afrique, n'a pas beaucoup contribué à ce phénomène-là au niveau mondial. Ceux qui ont le plus contribué, ce sont les pays développés qui, dans la course à l'industrialisation, effectivement, ont concouru ou concourent à un taux d'émission important de CO2 dans l'atmosphère. Mais maintenant, dans les stratégies de lutte, les activités humaines, on identifie des activités humaines qui ont un impact, qui peuvent être mises à contribution, ou bien qui ont un impact sur le taux de CO2 qui existe dans l'atmosphère. Et dans ces activités humaines, on voit quels peuvent être les puits de séquestration du carbone. On voit deux principaux puits de séquestration du carbone en termes de quantité. On a les forêts et on a les océans. Mais les océans, on n'a pas d'emprise sur le rôle, sur l'augmentation du rôle de séquestration des océans. Donc, pour les pays comme le Cameroun, l'accent est mis sur la protection des forêts afin d'augmenter le niveau de séquestration de CO2 et faire donc un peu baisser, ou bien faire stagner ne serait-ce que la quantité de CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. Et donc, vu sous cet angle, on a donc
pas mal d'activités qui impactent sur les forêts. On a des activités d'exploitation minière, on a des activités d'exploitation forestière, on a des activités agricoles, on a des activités de développement humain, c'est-à-dire l'installation des villes, les constructions des infrastructures qui impactent effectivement sur la superficie forestière et donc sur le volume ou bien la quantité de CO2 dont nos forêts pourraient séquestrer. Alors, qu'est-ce qui est fait pour maintenir l'équilibre de l'écosystème mondial et en particulier au Cameroun? Voilà, vous avez écouté Ghislain Fomou qui nous rappelle que l'homme aujourd'hui mène de nombreuses activités. Ces activités qui continuent notamment de peser de manière assez difficile sur la planète, alors qu'il est question aujourd'hui de, peut-être pas de survie, mais de limiter notamment le très fort impact de l'anthropisme ou encore de l'entropie, n'est-ce pas, sur l'environnement. Eh bien, cela est possible. Cela est possible si les hommes se décident à le faire. Et pour preuve, nous l'avons dit dès longtemps, n'est-ce pas, de cette émission, il n'existe plus aujourd'hui aucun État au monde qui n'évolue notamment sans créer une institution en charge des questions d'environnement. Et même au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau international, il en existe. Si nous prenons le cas du Cameroun, nous avons aujourd'hui un ministère qui est en charge de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Nous insistons bien sur l'adjectif durable, c'est-à-dire qu'on veut s'inscrire dans le temps. Nous avons aujourd'hui au Cameroun un ministère qui est en charge des questions liées à la faune et aux forêts. Il y a tout un débat, car il n'y a pas très longtemps encore, le Cameroun n'avait qu'un seul ministère qui notamment gérait les aspects liés à la faune, à la flore et aux questions d'environnement de manière générale. Mais les institutions au Cameroun ont estimé, notamment la plus haute autorité, le chef de l'État, a estimé qu'il était opportun, notamment de scinder ce secteur. Vous avez également le secteur des mines et des industries qui était également attaché et qui a été partitionné, qui a été scindé. Aujourd'hui, nous avons par exemple un ministère qui s'occupe spécifiquement des questions liées à l'eau et à l'énergie. Et nous avons un ministère qui est particulièrement lié ou attaché aux aspects liés notamment aux mines et au développement technologique. Ailleurs, vous avez des ministères en charge de l'écologie, vous avez d'autres qui sont en charge de la nature. Bref, quelle que soit la dénomination donnée à cette institution, eh bien, elle est en charge des questions d'environnement. C'est la preuve, une fois de plus, que les questions d'environnement sont au cœur des politiques publiques des États. Évoluons même au niveau notamment sous-régional. Nous sommes en Afrique, particulièrement en Afrique centrale. Nous avons la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui regroupe plusieurs pays d'Afrique centrale, au rang desquels le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, la Centrafrique. Parce que les problématiques liées notamment à l'environnement ne concernent pas seulement les États de manière individuelle. Si aucun État aujourd'hui ne peut vivre en vase clos, cela signifie que chacun de ces États doit pouvoir collaborer avec les voisins pour que l'on puisse parvenir à une solution consensuelle. À titre d'exemple, nous sommes là en 1963, lorsque les États ont décidé de mettre sur pied ce qu'on a appelé l'autorité du bassin du Niger. Le Niger, c'est un fleuve qui prend sa source en Afrique de l'Ouest et qui irrigue également une partie du Cameroun, particulièrement la zone septentrionale. S'il faut dire aujourd'hui qu'il faut réfléchir relativement à des questions d'environnement, s'il faut gérer
uniquement le fleuve Niger, par son tracé, on constate automatiquement qu'il est possible pour les États de collaborer. Sinon, ils sont même contraints de le faire. Car la construction d'un barrage sur le fleuve Niger aura forcément un impact sur les activités agricoles au Cameroun. Prenons une autre ressource, le lac Tchad. Il existe aujourd'hui une commission du bassin du lac Tchad, la CBLT, qui a été mise sur pied parce que le Tchad, comme le Cameroun, comme le Nigeria, comme la République centrafricaine, exploite la ressource du lac Tchad. Au premier regard, on aurait pu dire qu'un seul État aurait pris des mesures, mais ce n'est pas possible puisque ces États, tous sont frontaliers au bassin, au lac Tchad, au fleuve lac Tchad. Au moment où nous parlons, la surface du bassin du lac Tchad a été réduite à plus de 2/3. Certains disent même qu'il ne reste plus qu'un 1/5 de la surface en principe du lac Tchad. Est-ce qu'il faut donc laisser ce don de la nature dépérir pour des raisons individuelles? Que non. Les États ont décidé de mettre sur pied, pour ce qui est notamment du bassin du lac Tchad, une commission en charge de cette réflexion. Le Cameroun et les pays qui sont tout autour du lac Tchad travaillent en ce moment pour que l'on puisse parvenir à des solutions telles que l'on puisse notamment sauver le bassin du lac Tchad, c'est-à-dire le lac en lui-même et les différents cours d'eau qui, n'est-ce pas, alimentent ce pays. Sur le plan international, nous avons aujourd'hui au sein des Nations Unies une institution spécialisée notamment dans les questions d'environnement. C'est dire donc qu'il n'est plus possible de réfléchir sur les aspects environnementaux sans interpeller tous les États au monde qui, il faut le rappeler, sont pratiquement à 289. La planète est en train de dépérir et l'humanité recherche des solutions pour que l'on puisse notamment sauver la terre que Dieu a bien voulu nous donner, que nous puissions dominer et que nous puissions notamment rendre prospère pour notre bénéfice. Mais la cupidité des hommes, la volonté de surexploiter les ressources halieutiques, les ressources éoliennes, la ressource éolienne particulièrement, les ressources énergétiques, l'exploitation à grande échelle des forêts, eh bien, tous ces phénomènes interpellent la communauté nationale et internationale. Mais comment est-ce que l'on peut faire pour résoudre cette problématique qui aujourd'hui s'impose d'elle-même? Disons-le, si nous ne restaurons pas la nature telle que nous l'avons trouvée, puisque nous partirons et la laisserons, nous laissons aux générations à venir un monde en plein dépérissement. S'il est aussi vrai, selon la Bible, que ce monde passera, il ne faudrait pas que ce soit à cause de nous que l'espace qui nous a été gracieusement donné soit détruit. Nous avons posé la question à M. Ghislain Fomo une fois de plus sur les techniques ou les modalités de restauration de l'environnement. Comment cela se passe? Que faut-il faire? Quel est le rôle des institutions dans la restauration de l'environnement? Je vous propose d'écouter sa réponse et faites-vous votre avis tout juste après. Thème mondial et en particulier au Cameroun. Ce qu'il peut faire aujourd'hui pour essayer de réduire le niveau d'émission, pour ce qui est du Cameroun, la stratégie du Cameroun se base un peu sur une meilleure préservation de sa forêt. C'est la contribution que le Cameroun apporte au niveau international. Et donc, les stratégies aujourd'hui se convergent vers la limitation
la limitation de la déforestation et donc la limitation de l'impact de l'ensemble des activités qui concourent à une déforestation, à une réduction des forêts. Et bien évidemment, ceci passe par une amélioration des pratiques et des techniques de conduite de ces différentes activités. Comment est-ce qu'on doit conduire, on doit faire de l'agriculture aujourd'hui en limitant au maximum le défrichement des nouvelles forêts, des nouveaux espaces forestiers. Comment est-ce qu'on peut effectivement continuer à couper du bois, hein, en limitant effectivement l'impact de cette activité sur la forêt? Donc, toutes les stratégies résident aujourd'hui sur la conduite de ces ensembles, l'ensemble de ces activités qui ont une influence sur les forêts, de sorte à adopter des méthodes, des techniques qui pourraient permettre premièrement de continuer ces activités parce que nos vies sont liées à ces activités en fait. On vit parce qu'on doit pouvoir, on a besoin de manger, on a besoin des aliments dont on ne peut pas empêcher qu'il y ait agriculture par exemple. On a besoin des meubles en fait. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours besoin du bois. Mais comment est-ce qu'on doit pouvoir maintenir l'ensemble de ces activités-là, hein, tout en renforçant la préservation des forêts. Donc c'est dans ce sens-là que se trouvent les contributions du Cameroun. De retour sur ce plateau, je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission À nous l'avenir. À nous l'avenir qui est ce programme qui a été mis en place, élaboré notamment par la chaîne de télévision Excel Discovery dans l'optique d'encourager la jeunesse camerounaise en particulier, mais aussi la jeunesse du monde de manière générale pour que celle-ci se retrouve dans un espace ou dans un univers hautement concurrentiel comme un poisson dans l'eau. Car il faut bien le dire, les problématiques d'emploi aujourd'hui sont assez nombreuses et il serait utile, important et intéressant de croire que chaque jeune aujourd'hui peut tirer son épingle du jeu. Pour ce qui est des questions d'environnement, les jeunes aussi peuvent tirer leur épingle du jeu. Comment? Eh bien, il suffit de s'arrêter un temps soit peu sur les différentes problématiques liées à l'environnement, déceler au sein de chacune de ces problématiques des aspects particuliers, et alors on pourra effectivement connaître et comprendre le rôle du jeune dans cet univers-là. Et bien plus, depuis 2015, l'Organisation des Nations Unies, que l'on connaît beaucoup plus sous l'acronyme Nations Unies, a développé ce que l'on a appelé les objectifs de développement durable. Mais en réalité, les ODD succèdent aux OMD, à savoir les objectifs du millénaire pour le développement. Et pourquoi? Simplement parce que l'on s'est rendu compte qu'en 2015, le monde ne pourra pas atteindre cet objectif. Il a été question de repenser la stratégie de développement en prenant en compte les aspects environnementaux, voilà, qui s'imposent notamment aux jeunes, qui s'imposent à tous et à chacun. Si les jeunes peuvent s'impliquer dans la restauration de l'environnement, il est de bon ton de leur dire aussi qu'ils ont non seulement une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective. Mais peut-on agir sans pouvoir tirer bénéfice d'une action? Il faut se le dire. Le philosophe anglais Bentham le disait, pas d'intérêt, pas d'action. L'activité humaine
est supposé, pour ceux qui l'amènent, produire un certain gain. Est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent tirer profit de la préservation de l'environnement? Cette question, nous l'avons également posée. Mais nous y reviendrons dans quelques instants. Évoluons un temps soit peu. Nous avons rappelé tout à l'heure que chaque aspect de l'exploitation des ressources donne lieu à des gains, notamment en termes économiques, mais aussi du point de vue du développement personnel. Il en est de même lorsque l'on attend des jeunes qu'ils puissent investir dans le domaine de l'environnement et qu'alors qu'ils puissent dire « nous avons peut-être mené un bon combat ». Au Cameroun, nous avons des organisations comme Jeunes Volontaires pour l'environnement, la branche Jeunes Volontaires JVE Cameroun. Nous avons une représentation de Greenpeace au Cameroun. Nous avons des institutions comme le Centre pour l'environnement et le développement qui travaillent en partenariat avec l'IIED ou encore avec l'Union européenne sur des questions foncières, sur des questions liées aux ressources du sol et du sous-sol. C'est dire que dans chacun de ces maillons ou encore au sein de chacune de ces organisations, le jeune peut tirer profit. Parce qu'il devient non seulement un acteur pour la préservation de l'environnement, il devient aussi un exemple pour ceux qui voudront se mettre dans la lutte contre la destruction de notre chère planète, qui aujourd'hui, malheureusement, a été appelée à donner plus qu'elle ne peut automatiquement produire. Dès l'entame de cette émission, nous l'avons dit. Aujourd'hui, il faut 1,75 terres, entre guillemets, pour que la consommation mondiale soit assumée si on évolue au rythme de la consommation, par exemple, en Europe. Je vous invite particulièrement à consulter les différentes plateformes numériques qui font ce rendu et vous verrez et vous constaterez qu'aujourd'hui, la planète a besoin de nous, la planète a besoin des jeunes. Alors, est-ce que le jeune qui veut également s'investir comme activité professionnelle peut tirer son profit? C'est une question assez large. Nous avons laissé un homme de terrain répondre à cette question et il reviendra certainement à votre intelligentsia de tirer, n'est-ce pas, les justes conclusions afin de savoir s'il est possible pour le jeune de tirer profit des différentes activités autour des questions d'environnement. Je vous reviens dans un instant. En matière de préservation des forêts. Alors, est-ce que les jeunes sont concernés par cette problématique? Sinon, à quel niveau? Oui, les jeunes sont concernés par cette problématique. Je vais prendre des exemples concrets pour qu'on se comprenne en fait. Si je prends l'exemple de l'activité minière, comment se mène l'activité d'exploitation d'abord artisanale minière et qui intervient dans le maillon? Le jeune a la particularité qu'il a la force. C'est généralement la ressource humaine la première dans les différentes filières. Vous verrez effectivement les jeunes qui font du tamisage. C'est eux qui coupent de l'eau, c'est eux qui creusent le sol pour rechercher de l'or. Quand vous revenez dans l'exploitation forestière, c'est le jeune qui se retrouve employé d'une des grandes sociétés forestières. C'est ce jeune-là qui permet de produire du bois. Et vous verrez dans l'ensemble de la chaîne, ces jeunes
effectivement, ont un rôle important dans la production de ces ressources, hein, dans l'exploitation et la transformation de ces ressources. Donc, dans l'ensemble de la chaîne, les jeunes ont un rôle important à jouer, les jeunes ont une place importante, et c'est pourquoi il faut effectivement aujourd'hui commencer d'abord aussi à faire comprendre à ces jeunes-là quel est leur rôle qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre ce problème. Parlons un temps soit peu du dividende démographique. Le dividende démographique, c'est ce concept aujourd'hui qui voudrait que l'on analyse la contribution des jeunes aux différentes activités économiques, mais pas seulement économiques. Il y a les aspects sociaux, les aspects politiques, et nous revenons au thème qui nous intéresse, les aspects environnementaux ou encore écologiques. Depuis 2015, les États membres, notamment des Nations Unies, sont de plus en plus interpellés relativement aux dividendes démographiques. Au Cameroun, nous avons, par exemple, l'IFOD, qui est l'Institut de formation et de recherche démographique, qui fait un usage assez important et intéressant du dividende démographique. Et l'une des démonstrations que nous avons, et qui est d'ailleurs, n'est-ce pas, appuyée par les données statistiques de l'Institut national de la statistique du Cameroun, c'est que les jeunes aujourd'hui représentent un peu plus de 70% de la population camerounaise. C'est dire que cette jeunesse aujourd'hui est celle-là qui est à mesure de contribuer sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan individuel et sur le plan collectif à la préservation de l'environnement. Pour ce qui est du continent africain, au regard de cette donnée, à savoir le dividende démographique, il est dit aujourd'hui que le continent africain représente l'une des meilleures sources physiques, intellectuelles, collectives et individuelles à même de porter le développement du continent africain et même d'influencer le commerce mondial. Ces mêmes données statistiques nous rappellent que le continent européen, par exemple, au rang desquels nous avons les pays qui comptent notamment le plus de personnes âgées, nous avons l'Espagne, nous avons l'Italie, nous avons la France, nous avons l'Allemagne. Et il faut rappeler à ce propos qu'il n'y a pas très longtemps, nous sommes encore là entre 2008 et 2014, le concept d'immigration choisi avait vu le jour dans l'optique, notamment en France, de sélectionner celles des personnes susceptibles de contribuer au développement de la France. L'Allemagne a également développé un concept identique qui permet à cet État, aujourd'hui pilier de l'économie en Europe, de sélectionner les migrants sur son territoire national afin notamment d'avoir la meilleure ressource. Lorsqu'on observe également le même phénomène en Italie, en Espagne, eh bien, c'est le dividende démographique qui est au cœur de cette actualité. Nous avons parlé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques instants seulement, nous avons évoqué les objectifs de développement durable qui permettent aujourd'hui d'intégrer la jeunesse au cœur des questions d'environnement. Les objectifs de développement durable, eh bien, il est loisible aujourd'hui de constater que la jeunesse est ce pilier majeur. Mais comment intégrer une jeunesse dans les questions d'environnement sans lui dire ce qu'elle pourrait tirer comme profit? Nous invitons certains à se rendre sur le site d'information Vertigo qui va vous renvoyer vers des données statistiques, par exemple, du côté de l'Afrique du Sud, et vous verrez qu'il y a un véritable décalage entre ceux-là qui exploitent la ressource du sol et cette jeunesse qui a besoin notamment de vivre de
la gestion de l'environnement. Mais est-ce qu'il est possible pour un jeune de tirer profit de l'exploitation de la terre? C'est possible. Je dirais même, la terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Beaucoup se sont lancés dans l'agriculture. Beaucoup se sont lancés dans le recyclage des déchets. Beaucoup se sont lancés notamment dans le plaidoyer. Et aujourd'hui, il est possible de faire un bilan. Ce bilan a été dressé. Les jeunes peuvent tirer profit de la gestion de l'environnement, d'abord à titre individuel, ensuite à titre collectif. Et bien évidemment, il est possible aujourd'hui de vivre à travers l'environnement. Comment? Écoutons la réponse de Ghislain Fomou, qui, je le rappelle, est chargé des programmes au service d'appui aux initiatives locales de développement. S'investir dans le domaine de la préservation et de la restauration de l'environnement, est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il peut gagner sa vie? C'est une question à laquelle j'aime dire tout secteur, tout est constitué une mine d'or dans notre pays. Il n'y a pas un secteur, un seul, où il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais tout réside dans l'innovation qu'on a apportée. Le jeune, dans ce cadre-là, a beaucoup à apporter parce qu'il faut aller vers l'innovation. Il faut réfléchir. Ce jeune ne doit pas intervenir comme ces anciens qui avaient peut-être une autre type de relation avec le secteur. Le jeune a sa place, mais pourvu que ce jeune ne soit pas dans une continuité, que ce jeune soit dans un esprit de recherche d'une solution, d'innovation, et c'est ça qui va créer la plus-value. Et effectivement, si le jeune revient dans ce couloir, propose les mêmes pratiques qui sont déjà conduites aujourd'hui et qui posent problème en matière de préservation de l'environnement, il faut entendre que ce jeune n'aura pas sa place. Il n'aura rien à apporter. Le jeune apportera dans ce secteur en termes de solutions. Je prends des exemples aussi simples, aussi banals pour qu'on se comprenne. Si pour faire du charbon, le jeune qui est dans une localité était habitué à couper un arbre naturel qui a poussé le monde pour faire du charbon. Si le jeune de l'espace dans ce couloir, il ne s'agira plus pour lui de couper cet arbre. Il s'agira peut-être pour lui de mettre en place des champs d'arbres qui seront peut-être coupés après, plutôt pour produire du charbon. Et voilà une niche qu'il aura apportée et il aura démontré effectivement que voilà une contribution à la préservation de l'environnement. Donc, il y a une place encore vierge, il y a des opportunités dans cet espace pour les jeunes, mais il faudrait que les jeunes soient innovants pour pouvoir trouver sa place dans ce secteur. Nous vous remercions. Je vous remercie, moi aussi. Voilà, nous avons écouté Ghislain Fomou, qui est chargé de programme au service d'appui aux initiatives locales de développement. C'est également cette institution qui produit un journal que vous connaissez d'ailleurs très bien, La Voix du Paysan, qui allie à la fois développement, environnement, respect des normes environnementales et surtout gestion des ressources. Je voudrais rappeler, avant que nous n'arrivions notamment au terme de À nous l'avenir, que le thème de cette édition du 15 mai est notamment jeunesse et dégradation de l'environnement. Comment les jeunes peuvent-ils s'impliquer dans la gestion des questions d'environnement? C'était une série qui s'achève ce jour. Nous espérons pouvoir revenir sur ces questions dans
le cas des autres programmes. Nous avons reçu la semaine dernière un expert avec lequel nous avons longuement échangé sur les métiers liés ou attachés aux questions d'environnement. Et aujourd'hui, nous avons bien voulu voir de manière plus précise, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il faut pouvoir le dire, n'est-ce pas, l'implication, voilà, des jeunes dans les causes d'environnement et surtout comment est-ce qu'ils peuvent faire pour tirer profit, non seulement pour leur bien, mais aussi pour le bien de la société en général. Alors, parmi les 17 objectifs de développement que nous avons, il faut rappeler que l'un de ces objectifs, c'est la lutte contre la pauvreté. Et lutter contre la pauvreté, c'est permettre aux gens de manger. Est-ce que les jeunes peuvent manger? Oui, en exploitant la terre. Alors, c'est lutter contre la faim. Est-ce que c'est possible? Oui, en évoquant notamment les aspects liés à la terre. Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'avoir une éducation de qualité? Oui, parce qu'il faut des tables bancs qui seront notamment tirés du bois issus des forêts exploitées, dont les jeunes peuvent s'impliquer. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de faciliter l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables? Oui, les jeunes peuvent le faire. Le vent aujourd'hui est là pour cela. Le soleil est là, c'est également possible. Est-ce qu'il est possible également d'avoir une éducation de qualité? Nous l'avons dit, c'est possible. Est-ce que l'égalité est possible? Je ne répondrai pas à cette question car elle soulève beaucoup d'aspects. Mais nous vous remercions, vous qui avez accepté de rester scotché sur Excel Discovery Télévision, de l'avoir fait. À nous l'avenir, c'est tous les vendredis, bien que la formule va évoluer bientôt. Mais à nous l'avenir, c'est tous les vendredis à 16h30. Nous nous excusons véritablement pour le retard enregistré ce jour. Cela est indépendant de notre volonté, mais nous espérons que lors de la prochaine émission, nous serons bien évidemment ensemble. Jeunesse et dégradation de l'environnement, c'était le thème de ce 15 mai 2020. Je vous propose simplement de retrouver cette émission en rediffusion en allant sur Facebook ou encore à YouTube en tapant simplement Excel Discovery Télév, Excel EXEL, Discovery D-I-S-C-O-V, Télév T-E-L-E-V, et nous pourrons avoir, n'est-ce pas, cette émission en léger différé. Sinon, portez-vous bien, restez scotchés sur le programme de Excel Télévision et comme nous le disons sur la chaîne de l'excellence, bâtissons ensemble. À nous l'avenir.